L'invité du jour sur Espoir FM. Nicolas Ray, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, vous avez été chroniqueur à France Inter pendant une dizaine d'années. Voilà, oui. Avec la matinale, avec Pascal Clark. Ouais, c'est des bons souvenirs. Ouais. En fait, ça a commencé un peu par hasard, c'est-à-dire qu'elle m'avait d'abord invité en tant qu'auteur dans l'une de ses émissions. Et puis, un jour, au mois d'août, à la fin du mois d'août, mon portable sonne. J'étais dans un bar en train de savourer au comptoir une lèvre à la pression. Ah. Et puis elle me dit, voilà, c'est Pascal Clark, je commence une émission, je continue mon émission sur France Inter. J'aimerais te faire chroniquer, mais toutes les chroniques sont prises. Le cinéma c'est pris, la littérature c'est pris, la société c'est pris, la télévision c'est pris. Donc je vois pas ce que je pourrais te faire. Et à côté de moi, il y avait un monsieur qui lisait L'Équipe. Et là, je lis le journal L'Équipe et je lui dis, mais tu sais que Marco de Pantani en est là, tu sais qu'un tel a gagné tel tournoi d'athlétisme, et je lui dis, je suis hyper doué en sport, ce qui était totalement faux, j'y connaissais rien. Et elle me dit, bah, t'as qu'à faire une chronique sportive. Je lui dis, allons-y, faisons une chronique sportive. Et en fait, j'ai fait 2 chroniques sportives uniquement, et après, j'ai fait ce que je voulais pendant 12 ans. Voilà. Donc, des chroniques de quelle durée vous faisiez ? Ah, c'était des chroniques de 3 minutes 50, à peu près, ouais. Voilà. Et alors, comment Nicolas Ray passe à l'écriture ? Nicolas Ray passe à l'écriture en 98. Au départ, je passe à l'écriture parce que je voulais devenir réalisateur. Et je me suis dit, la seule façon de devenir réalisateur, j'étais un peu insouciant à l'époque, c'est d'écrire un manuscrit, qu'il soit publié et qu'après je puisse l'adapter au cinéma. Et puis j'ai écrit un manuscrit, coup de chance il a été publié, coup de chance il a marché, puis après j'ai signé chez un autre éditeur, j'ai eu un deuxième livre publié qui a eu le prix de Flore et puis ça a continué comme ça. Et pendant longtemps j'ai oublié le cinéma. Et vous y revenez aujourd'hui ? J'ai eu, en 2018, j'ai fait un court-métrage que j'ai co-réalisé avec Emma Lucchini, dans lequel j'ai joué. Que j'ai coécrit, j'ai eu la chance d'avoir le César du meilleur court-métrage, ouais. Ah, quand même. Ouais. Rien que ça. Ouais, c'était chouette. Et alors, vous avez continué ? Absolument pas, non. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Je sais pas, j'avais fait le tour. Vous avez fait le tour ? Ouais. Et vous revenez à la littérature et au roman ? Oui, voilà. Avec Médecine douce. Ouais. Alors que le titre, vous parlez d'acupuncture, Ah, pas du tout. Non, pas d'homéopathie, du tout. Non, je parle de phytothérapie. Ah, non, je vous prends moi, ça. Quand ma femme, ses enfants se blessent et elle dit je vais mettre un peu d'acupant, je pouffe, quoi. Parce que je sais que ça c'est comme les tubes d'homéopathie, je veux dire. On peut leur donner aussi un malabar ou un dragibus, mais ça ne change rien. C'est de la bêtise. Enfin bon, pardon. Mais ce qui me fait rire, c'est que Médecine douce, c'était avant tout le titre de ma première émission. En fait, j'avais eu une émission, vous vous souvenez de cet homme culte, Jean-François Bizot, qui s'occupait de Radio Nova. Il m'avait donné ma chance quand j'avais 22 ans. J'avais fait une émission sur Radio Nova et j'avais su la veille que j'avais cette émission et j'avais pas de titre. Et je sais pas trop pourquoi, mais j'avais trouvé Médecine douce, l'émission quasi littéraire de Radio Nova. Et voilà, et donc en souvenir de ça, je l'ai intitulé Médecine douce. Puis aussi parce que ça parle d'un médecin généraliste. Ah, voilà. Alors maintenant, on va y venir. Ouais. Donc, voilà. Ce médecin généraliste, donc il lui arrive de drôles de choses. À un moment donné, tout fonctionne bien dans sa vie. A priori, ouais. En fait, c'est sa vie est d'un ennui total, quoi. Il est cabossé, il est fêlé de partout. Il a envie de se mettre la tête dans le four à 4h du matin. Et puis, son mariage est un naufrage. Avec sa femme, ça va plus du tout. Comme disent les enfants, on ne peut pas être amoureuse de maman, papa a déjà essayé, quoi. C'est joli comme formule. C'est joli, oui, mais c'est triste. C'est joli. Et donc voilà, il en est là. Et puis, il a 50 ans. Carrefour de sa vie. Ouais, il se dit que la saison 2 va se terminer de façon moins dingue que la fin de sa saison 1. Et comme dans les séries. Et puis, il va arriver une patiente un samedi en fin de matinée qui a une suite ininterrompue de gestes réussis, qui a une démarche à l'élégance d'une autre époque et il va tomber fou amoureux d'elle. Ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est le désir qui va arriver, les emmerdements qui vont commencer. Ben oui. Et là, il va se mettre à mentir. Il va se mettre à trafiquer des ordonnances. Enfin, des ordonnances, des analyses de sang pour lui faire croire qu'elle a un truc pour briser son mariage, en fait. Ouais. Il va faire le mal, mais le mal sera bien fait, on va dire. C'est assez vicieux, oui. Ça m'a rappelé un vieux film de
de Frank Capra qui s'intitule La vie est belle, où dans ce film, James Stewart rentre chez lui, il y a une fête organisée, et puis il est dans le jardin avec sa mère, et sa mère lui annonce que son amour de jeunesse va se marier avec l'un de ses camarades de collège. Et sa mère lui fait comprendre qu'il doit faire obstacle à ce mariage à tout prix, et Frank Capra lui dit « Ah, je sais ce que tu penses, maman, tu penses qu'en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis ?» Et la mère de répondre « À la guerre, non, mon chéri. » Et voilà, en fait, c'est ce qui va se passer, c'est que tous les coups vont être permis pour avoir cet amour qui s'appelle Aurore Rosier, y compris les mauvais coups. Non, mais ce que vous racontez est absolument donc horrible, sans mesurer finalement les conséquences à court, à moyen et à long terme qui peuvent subvenir. C'est ce qui va endurer, c'est-à-dire que ça va faire exploser son existence, mais aussi celle de ses proches. Ouais. Et alors, Nicolas Rey, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre comme ça sur ce médecin? Moi, vous consultez les médecins? Ah oui, je consulte énormément mon médecin généraliste. Oui, je le vois très souvent parce que je suis hypocondriaque et puis parce que j'ai besoin de médicaments souvent. Et en fait, j'en avais un peu marre de ma petite affaire privée, d'écrire sur moi-même. Je m'auto-soulais, en fait. Et je me suis intéressé à ce médecin généraliste qui a une vie fantastique, J'arrivais parce que j'avais un truc à lui dire et en fait, je n'arrêtais pas de le faire parler. Et je me suis rendu compte que ce mec-là avait une vie admirable. En fait, il voulait devenir vétérinaire. Mais il voulait pas que ses parents lui prennent une prépa vétérinaire. Donc, il a fait 2 années de médecine. Et puis après, pour faire une école de vétérinaire. Mais ça lui a plu, donc il a continué médecine. Puis après, il a vu que c'était possible de rentrer à Médecins sans frontières. Donc, il est allé en Afghanistan. À l'époque, c'était la guerre avec l'URSS. Il a pratiqué la médecine de guerre, l'amputation et tout ça. La nuit, il allait sous les bombardements de village en village. Puis après, il est allé en Afrique, en Somalie, en Éthiopie, au Mali. Et puis, son premier cabinet pour garder ses patients, le contact avec ses patients africains, il l'a ouvert à la Goutte d'Or. Et voilà, il a un parcours de vie tout à fait fascinant. Oui, c'est intéressant ce que vous racontez, mais en quoi finalement cette image de ce médecin admirable a-t-elle pu vous inspirer pour construire finalement la vie du médecin de votre roman? En fait, ce médecin, je m'en suis inspiré parce qu'il m'a raconté, j'ai plus compris comment fonctionnait un médecin généraliste au sein de la société. Le médecin généraliste au sein de la société ne connaît pas le compagnonnage ouvrier, par exemple. Il n'est pas syndiqué, il ne connaît pas le patronat. C'est jamais un patron, un directeur d'entreprise, un médecin. Il est assez seul au sein de la société. On l'a vu au moment du Covid, par exemple. Et il est assez isolé. Et puis, son rapport au patient est aussi assez particulier parce que il y a une sorte de rapport de poker menteur qui s'exerce avec le patient, parce que le patient ne va jamais tout dire à son médecin. Une fascination. Une fascination, ouais. Et le médecin ne va jamais tout dire non plus à son patient. Quand le médecin demande au patient combien de verres le patient boit par jour, si le patient répond 2 verres, le médecin doit comprendre 5. Si le patient dit je fume 10 cigarettes par jour, le médecin doit comprendre 1 paquet, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte de poker menteur. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et puis il m'a raconté ses consultations, c'est-à-dire que il est autant généraliste que psy en fait, quoi. Bien parce sûr. c'est aussi le bureau des pleurs, des chagrins d'amour, des dépressions, des femmes qui sont convaincues d'avoir engendré un enfant HPI, de tout ça, quoi. Et puis, vous savez que cette fascination peut s'exercer à tel point que, en sortant de chez le médecin, nombre de patients ne vont pas prendre les médicaments qui leur sont prescrits. Ils sont pratiquement guéris. Ils vont mieux, d'un seul coup. Exactement. Ouais. Déjà, le fait simplement d'être allé chez le médecin. C'est un petit peu une fonction presque de prêtre. On a un rapport avec l'invisible qui fait que, dans la mesure où le médecin me dit, voilà, monsieur, vous avez ceci, je vais déjà mieux. Bien sûr. Ouf, je suis passé à côté de la catastrophe, je n'ai pas de maladie auto-immune, je n'ai pas de maladie dégénérative, je n'ai pas tout va bien. Exactement. Ben, on le voit aussi avec le médecin de campagne, c'est maintenant que le prêtre n'est plus là, il y a de moins en moins d'instituteurs, etc. Le médecin est le seul qui reste en fait en contact avec l'habitant, avec le citoyen. Il est très important. C'est le seul qui est encore à l'écoute.
Seulement aujourd'hui, on en manque énormément. Je ne sais pas, vous, dans ouais. votre région, mais nous sommes vraiment dans des déserts médicaux. Ouais. De sorte que vous avez accès maintenant à ce qui est, me semble terrible, la télémédecine. Oui, Vous ça existe voyez dans ma pharmacie. C'est extraordinaire. Vous En avez visio. une pharmacie, et vous faites votre consultation par écran interposé. Avec une Charlotte sur la tête, là. Et donc, vous avez souvent des diagnostics qui sont délivrés aberrants. Et quand, enfin, le patient va voir son médecin et qu'il dit voilà ce qu'on m'a prescrit, il est fou le type, enfin, il a rien compris. Et vous savez qu'il était en train là, de vous tuer, il vous donne un médicament qui est contraire à ce que vous avez. On est en train de marcher sur la tête. C'est vrai. Je suis d'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, la médecine, comme bon nombre d'institutions, est très malade. Et là, donc, on a des médecins qui, comme celui de votre roman, peuvent être amenés à un moment donné à basculer du côté obscur de la force. Du côté obscur j'allais dire, de l'ombre. Oui, je me suis amusé, en fait. Un roman, c'est ce qui fait le sel d'un roman, c'est quand la réalité dérape. Voilà, j'allais pas faire un homme qui va bien pendant 220 pages, c'était moins intéressant. Mère Teresa, ça aurait intéressé personne. Non, alors que l'abbé Pierre, plus. J'y pensais, mais là, à un moment donné, je me suis dit non, il faut pas. Non, mais je l'ai dit, vous m'avez fait une passe, j'ai mis le but, voilà, contre mon camp, c'est tout. C'est vrai qu'il faut... Mais la passe était belle. C'est vrai que là, ce médecin un petit peu cabossé par l'existence, là aussi, est tout à fait à la limite, avec les deux côtés. C'est Janus, au fond, avec une face sombre et une face lumineuse. Exactement. Oui, c'est ça. Le type qui a, au fond, tout réussi et tout raté. Ouais. C'est extraordinaire. Donc, c'est difficile d'écrire un livre, je suppose. Mais tout réussi, tout raté, il y a une phrase que j'adore de Sioran, c'est « Tu n'as pas désespéré, comment saurais-tu sourire ?» Et c'est ça, en fait. Ça résume très bien le livre. C'est difficile à accoucher d'un livre comme ça. Celui-là, non, c'était assez facile parce que j'ai fait ce travail d'enquête avec le généraliste. Puis après, j'avais cette histoire d'amour là qui me traînait. Non, en fait, c'est juste quand la fin me convenait pas et quand j'ai réalisé que je pouvais, sans trop divulgacher le livre, finir en faisant une sorte d'effet poupée russe en imaginant que, en fait, l'auteur de ce livre était le médecin lui-même qui allait publier ce livre qu'on avait entre les mains. Là, je me suis amusé et le final était intéressant pour moi à écrire. C'est vrai que là, vous touchez quand même là, un personnage central. La médecine, c'est quand même dans notre société, comme vous disiez, un des grands piliers qui, surtout ces dernières années, structure toute notre société. Oui, bien sûr. Ce sont des gens qui côtoient la mort, donc qui forcément sont proches de la vie, quoi. Justement, c'est quand on côtoie la mort qu'on est proche, comme vous dites, de la vie. Ouais. C'est un autre ouvrage en préparation, Nicolas Rey. Une idée. Je peux vous donner un scoop, une idée d'ouvrage. Un homme accompagne sa femme pour un mariage. Une amie de sa femme qui se marie. Le mariage se déroule bien. La femme dit oui, l'homme dit oui. Jusqu'ici, tout va bien. La cérémonie se déroule à merveille. Le repas se passe bien. Et puis arrive l'ouverture du bal. Et là, vous savez comment ça se passe, l'ouverture du bal. Les mariés dansent les premiers. Le marié attend la mariée. Mais la mariée n'arrive pas et la mariée n'arrivera jamais. C'est extraordinaire, ça. Merci. J'en sais pas plus pour l'instant. Revenez nous voir quand promis, je reviendrai. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Médecine douce, publié chez, parce qu'il n'y a pas l'éditeur. Au diable Vauvert. Au diable Vauvert. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.